Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. La loi Lemeur a fêté ses 1 an et j'ai souhaité, avec mon invité Charles Bobot, répondre à la question tant posée en Assemblée générale de copropriété. L'interdiction de la location meublée touristique est-elle possible ? Notre échange donnera-t-il raison à ceux qui pensent que ce texte est en train de se raconter sous la forme d'une saga ? Eh bien, les réponses tout de suite de Charles Bobot. Bonjour Charles. Bonjour Anne-Sandrine. On va d'abord commencer par un rappel parce que finalement l'anniversaire n'est que de 1 an. Donc je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent seront parfois heureux d'avoir ce rappel. Alors que dit la loi Lemeur sur la question de l'interdiction de la location meublée touristique et est-ce que le texte est clair ? Eh bien c'est une première année un peu tumultueuse. Oui. La loi Lemeur, d'abord, c'est une loi qui vient prohiber, qui vient faire perdre un droit de jouissance aux copropriétaires qui souhaitaient mettre en location meublée touristique, type Airbnb, Oui. leurs biens. On ne pouvait pas, avant cette loi, modifier le règlement de copropriété, si ce n'est qu'à l'unanimité. Donc le copropriétaire qui le met en location n'ira pas voter contre lui-même, Non. a priori. Oui. Et cette loi, elle permettait donc à la simple majorité de l'article 26, c'est-à-dire à la double majorité des 2/3, la majorité en nombre, de voter l'interdiction. Donc cette loi, elle paraissait claire, puisque avec cette majorité, on pouvait donc restreindre et le copropriétaire, cette fois-ci, se retrouverait bloqué. Mais il y a des conditions. Et alors, est-ce que dans les conditions, la clarté était toujours présente ? Eh bien, dans l'esprit des rédacteurs, oui, mais dans l'esprit des praticiens et de certains moins de leurs avocats, eh bien, les conditions, alors elles sont de deux. La première, c'est que ce soit un lot d'habitation qui ne constitue pas la résidence principale. Bon. Donc, voilà, c'est la résidence secondaire. Si c'est un local commercial, bien, il y a déjà des nuisances qui peuvent excéder celles d'un meublé touristique. Donc là, ce sera possible. Mais si c'est un lot d'habitation, non. Alors, première ambiguïté, un lot de bureau, ça n'a pas été envisagé et ça n'a pas encore été tranché. Et ça existe, hein, mine de rien. Il y en a des investisseurs achètent spécifiquement des bureaux, sachant qu'on est dans une zone trouble. Oui, alors ça, c'était pour la première condition. Oui, alors la deuxième, c'est celle qui pose vraiment problème. Il faut que le règlement de copropriété prévoit l'interdiction d'exercer une activité commerciale dans les lots qui ne sont pas d'habitation. Donc, dans les travaux préparatoires auxquels il faut toujours se référer, eh bien, on visait la résidence bourgeoise, la clause d'habitation bourgeoise, avec des lots qui sont affectés à de l'habitation. Mais les exégètes de la loi ont dit non, il faut que expressément dans le règlement, il y a une clause qui interdise cette activité. Et si jamais on est dans un règlement qui n'est pas totalement à vocation bourgeoise, c'est-à-dire comme ça peut arriver, dans le rez-de-chaussée, il peut y avoir des lots d'activités de commerce, et bien dans ce cas-là, ces immeubles-là, ils pourront tolérer une activité meublée, on ne pourra pas se prévaloir de la loi Lemeur pour l'interdire. Bon, ok. Alors, nous avons le texte. Maintenant, il y a les tribunaux. Voilà, on fait un cas pratique, la loi, la jurisprudence. Eh bien, la jurisprudence, il y a 2 arrêts, donc 2 écoles. C'est d'abord la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a tranché à 2 reprises. Alors, le premier arrêt du 20 mars 2025, c'est du référé, et il juge qu'en l'absence de clause d'habitation interdisant l'activité, eh bien, on ne peut pas interdire le meublé touristique. Donc, sur cette base-là, certains avocats ont considéré qu'il fallait l'analyser de manière la plus générale possible et que ce serait uniquement dans une résidence totalement à vocation d'habitation qu'on pourrait interdire le meublé. Puis, on a un deuxième arrêt de cette même cour qui vient préciser, je pense plutôt le premier plutôt que le contredire, qui juge, alors c'est une résidence dans le sud de la France, vers Nice, dans lequel le promoteur il avait prévu à la fois des zones qui étaient liées au meublé, au tourisme, donc dans lequel ça serait autorisé, et d'autres qui étaient
liées à l'habitation dans lequel c'était interdit. Et donc là, le juge, il fait une motivation assez fine dans laquelle il nous indique si jamais on a des lots qui sont affectés à l'habitation et d'autres qui sont affectés à d'autres usages, eh bien, il faut respecter la volonté du promoteur, la destination de l'immeuble, qui est, on le rappelle, la notion pour laquelle un règlement peut prévoir une restriction aux droits des copropriétaires. Et donc, je me retranche et je me fonde sur cette dernière jurisprudence pour indiquer que les copropriétaires qui le souhaitent peuvent mettre en interdiction du meublé touristique si ces deux conditions sont réunies et en ayant cet arbitrage qu'on vient de voir avec cette deuxième jurisprudence. D'accord. Donc, de cette deuxième décision qui, je le comprends, est plus importante que la première, parce que la première, c'était un référé, c'est ça ? Exactement. Oui, c'est toujours aussi intéressant de voir quelle est la nature de la parce qu'en fait, le juge, il a plus ou moins de pouvoir selon la manière dont il est interrogé. Oui. Et c'est vrai et ça, qu'au c'est fond, important de le dire aussi. aussi. Motiver davantage sa décision. Oui, mais alors, que va-t-il advenir dans les mois à venir, d'après vous, dans la jurisprudence ? Alors, est-ce que c'est un chemin qui va s'ouvrir ? On attend toujours les arrêts de la Cour de cassation, puisque on se rappelle qu'en janvier 2024, il avait été jugé que l'activité de meublé touristique, qui avant était plus ou moins considérée comme une activité commerciale, a été considérée comme une activité civile, sauf prestations annexes. Cette jurisprudence, elle a fondé justement beaucoup de meublés touristiques qui se sont fondés dessus en disant que c'est difficile d'aller contre la nature civile. Et c'est pour ça aussi que cette loi est intervenue. Donc, on ne peut pas être magicien, donc on attend de voir comment la Cour de cassation va trancher entre ces différentes jurisprudences des juges du fond, comme on les appelle. Et que va-t-il advenir de cette idée que le droit de propriété est inviolable et sacré ? Oui. Alors c'est pas qu'une idée, c'est même ancré. Je plaisantais, mais mais c'est pour donner le fondement. C'est même ancré dans le bloc, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans la Déclaration des droits de l'homme, puisque le droit de propriété, ça a été un des premiers droits consacrés. Il y en a qui disent que la Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration bourgeoise. Non. C'est un peu vrai, puisque on fonde ce droit inviolable et sacré. Depuis, il y a eu énormément de tempérament. Alors là-dessus, je vais citer deux jurisprudences. Une qui est celle du Conseil constitutionnel, qui avait déjà été saisie suite à la loi Allure de 2014, qui déjà voulait modérer le meublé touristique et qui avait censuré la loi, et jugeant que c'était une atteinte au droit de propriété qui est triple, droit de user, de disposer, mais également de jouir, comme bon lui semble, donc c'est-à-dire de mettre en meublé touristique s'il le faut. Eh bien, comme on pouvait, avec cette loi Allure, à la simple majorité de l'article 24, empêcher le meublé touristique, le Conseil constitutionnel avait jugé que c'était une atteinte disproportionnée, excessive au droit de propriété. La revoilà, la proportionnalité. La revoilà. Et c'est l'arme fatale, en fait. C'est un petit peu, ça vient du droit européen et c'est de plus en plus utilisé pour faire preuve de modération. Dans la deuxième décision dont je vais parler, alors, c'est le tribunal judiciaire de Caen, le 24 septembre de cette année, qui a été saisi pour remonter à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. J'allais y venir, oui. Il y en a assez peu pour qu'on en parle. Eh bien, dans le cadre d'un litige en cours, on peut faire, si jamais il n'y a pas eu de saisine a priori, ce qui avait été le cas de la loi Le Meur, eh bien, on peut faire une saisine a posteriori dans le cadre d'un litige en cours, ce qui va amener, le cas échéant, si cette question elle est bien remontée jusqu'au Conseil constitutionnel, à savoir si cette nouvelle possibilité introduite par la loi Le Meur est une atteinte disproportionnée. Alors la saga aura-t-elle une issue décevante ? Parce qu'en fait, on attend la réponse avec cette question prioritaire de constitutionnalité. Ça dépend de quel côté on se place, parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Oh. Je défends la propriété. Si on défend la propriété, on peut espérer qu'à une différence de situation, il y aura une différence de traitement. La loi Le Meur, contrairement à la loi Allure, elle a prévu des conditions assez strictes qu'on vient d'évoquer et qui sont débattues en jurisprudence âprement. Oui. Elle est
c'est pas à la simple majorité de l'article 24, c'est à une double majorité, donc c'est une majorité assez rigoureuse. Et voilà, ça concerne les lots qui sont d'habitation, donc on comprend que par rapport aux droits des autres copropriétaires et dans une étude de proportionnalité, on pourrait considérer qu'il n'y a pas d'atteinte excessive au droit de propriété puisqu'il s'agit de protéger le droit des autres copropriétaires. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Par un jeu de la démocratie en plus, donc c'est pas mal. Et de la destination de l'immeuble, pour parler de notre matière. Et en pratique, alors, quand on vient vous voir, qu'est-ce que vous attendez pour préparer un dossier ? Moi, ce que je recommande d'abord, c'est de ne pas avoir une approche systématique, c'est-à-dire mais c'est débattu. Alors, il y a des gestionnaires qui me disent qu'eux, ils le mettent systématiquement à l'ordre du jour, parce que, de peur qu'on leur reproche un jour de ne pas l'avoir mis, puisque les meublés touristiques auraient proliféré. Oui, ça, c'est l'américanisation de notre système juridique. Moi, je recommande quand même de le mettre si jamais il y a un trouble avéré, de faire établir des constats, par exemple sur les sites internet, pour montrer que le bien il est mis sur les sites, d'avoir des attestations concernant des troubles anormaux de voisinage, des attestations, des CERFA, et donc de construire son dossier véritablement et de le mettre à l'ordre du jour en cas de trouble. Maintenant, il n'y a pas de religion, chaque gestionnaire gère sa copropriété en fonction de sa sensibilité. Donc certains le mettent systématiquement. Il y a un risque contentieux parce que voilà, on a vu que les conditions d'application, elles peuvent être débattues. Et en plus, il y a un risque constitutionnel. Ou bien on peut le mettre si jamais on a un risque avéré et des troubles en présence. Voilà, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, et puis je dirais aussi, vous avez parlé de religion, chaque copropriété a aussi sa manière d'être, sa manière de vivre, sa propre religion aussi, non ? Donc on ne peut pas généraliser. Non, ça se discute. On dit que la gestion, elle se fait en concertation avec le conseil syndical quand on prépare l'ordre du jour. Et les résolutions qui sont mises à l'ordre du jour doivent être discutées avec les copropriétaires. C'est quand même eux les occupants au premier chef. Et oui, merci beaucoup Charles. C'était toujours un plaisir. Et puis vous, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à retrouver les autres épisodes sur notre site ou bien sur les plateformes ou encore sur YouTube. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.